Ok, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez différent des autres. C'est qu'on va faire une analyse du film Mulan. Donc le film Mulan, pour ceux qui savent pas ce que c'est un film Walt Disney de 1998. Ça fait un carton, c'est un très très bon film. Et j'ai déjà regardé ça plusieurs fois. Mais cette fois-ci, je regarde avec un point de vue d'analyse. Donc analyse avec une façon de penser que j'appelle quasiment fonctionnel en fait. C'est qu'on comprend ce qui se passe enfin dans le film et quel est le message que le film veut faire passer. Donc, dans ce film qui s'appelle Mulan, il y a ce qu'on appelle les anti-héros ou le bad guy et l'héroïne, enfin tous les acteurs qui sont en jeu. Donc on va commencer par le méchant en question qui est Khan. Khan qui est le chef de l'armée des Huns. Donc, il faut savoir que comme c'est un chef de l'armée, il y a ce j'appelle l'archétype d'un chef de l'armée. Ça veut dire qu'il a dans son équipe des gens qui sont très 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 talentueux, des skillful, parce qu'ils sont des piliers de son équipe. Il y a des archers, il y a des hommes qui sont très forts, et ça sont tous des guerriers. Et les guerriers, c'est tout simplement des gens qui sont talentueux. C'est des gens qui sont talentueux avec leurs mains, ils peuvent tuer les gens facilement avec ça, donc, et qui s'entraînent tous les jours en fait, et qui a aussi une grande discipline et une force. Et aussi, il faut savoir qu'aussi, j'ai remarqué que c'est que ce sont des gens très équilibrés, dans le sens que, par exemple, pour Khan, il peut marcher sur le mur, il peut marcher sur les poteaux et tout ça, sans tomber. C'est parce qu'il a une maîtrise, une grande concentration de sa force, qui peut trouver un très grand équilibre. Ça, c'est l'archétype, ce que j'appelle un guerrier. Et pour continuer sur le chef de l'armée, c'est que pour le cas de Kant, il protège soit de la Mongolie, soit c'est le roi, soit il veut juste faire la chasse. Mais pour l'autre, parce qu'en fait, il y a l'archétype des chefs des armées, et pour celui de la Chine, c'est pour protéger l'Empire, et l'Empire aussi, ainsi que l'Empereur. Et il faut aussi savoir que un chef de l'armée, il est dur envers ses guerriers, parce qu'il veut vraiment que ses guerriers dans le meilleur d'eux-mêmes. Et ils ont aussi une certaine compassion, parce que voilà, parfois quand vous allez à la guerre, la plupart des hommes qui y vont, c'est probablement la dernière fois qu'ils y vont, parce que ça va mourir. C'est un abattoir, hein, c'est comme aller à l'abattoir, c'est des bétails, quoi. Et aussi, il faut savoir par exemple que durant le combat contre les ennemis, un chef va faire la différence. Dans le sens que un chef, lui, il doit garder son calme, il doit garder son esprit cool, il doit garder son esprit calme pour bien voir clair les choses ainsi que résoudre beaucoup de problèmes. Ce qui veut dire que dans une situation difficile, il faut trouver qu'est-ce qui peut nous aider à sortir de cette situation. Pour le cas par exemple de l'armée des Chinois, dans Mulan par exemple, ils se sont fait envahir ils sont outnumbered, donc surnombre des Huns. Alors Mulan, ce qu'il fait, c'est qu'il visait les glaçons, enfin les pics des glaces pour créer une avalanche. Ça, c'est ce qu'on appelle la créativité. C'est la force de ses adversaires ainsi que ses faiblesses. Par exemple, ses faiblesses pour l'armée des Huns, c'est qu'ils se sont pas organisés, mais c'est une horde en fait. Donc ils viennent tous en mode des vagues. Mais ils n'ont pas vraiment de stratégie, de tactique. Ils foncent en fait. Et aussi, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de technologie leur technologie n'est pas aussi forte par rapport à la technologie des Chinois qui ont le gunpowder. Donc c'est le canon à poudre. Le poudre à canon. Le poudre à canon plutôt que le canon à poudre. Le poudre à canon, gunpowder. Donc, donc c'est aussi une question d'observation. Il faut savoir observer une situation parce que tout n'est pas dans notre tête pour savoir quel environnement est, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un certain avantage. Et parfois la solution se trouve dans l'environnement que dans nous-mêmes. Ça, c'est quand on est dans les battles. Alors, autre chose sur la stratégie militaire. La stratégie militaire est parfois, quand on est face à une guerre, le 1v1, non pas de 1v1, mais je veux dire à deux camps, se débuter leur chef, simplement.
buter leur chef ou en faire un otage ou tout simplement si vous coupez la tête du serpent, il meurt. C'est ça en fait l'idée. Et les stratégies militaires, c'est aussi savoir lire une map parce que la map donne les positions des ennemis et les positions des ennemis pour savoir où on est et aussi on peut en quelque sorte, c'est comme un jeu d'échecs, mettre dans une position avantageuse comme on est sur le on monopolise les ponts ou bon, quelque chose pour empêcher tout le trafic et tout ça. De ça, savoir lire une carte, c'est très important. Et aussi, il faut savoir quand on a subi une très grosse perte, il faut reviser la situation où on est. Quand on a perdu quasiment la moitié de son armée ou quasiment la totalité de son armée, comme les chefs des 1, il faut réétudier la situation pour savoir maintenant qu'est-ce qu'on va faire. Par exemple, pour le cas des 1, c'est que au lieu d'attaquer en masse, maintenant ils changent la technique pour être en infiltration, pour lui tuer l'empereur au lieu de détruire tout le monde. La stratégie militaire, c'est aussi connaître l'art de battre ses ennemis, dans le sens que parfois on doit éviter les grandes confrontations pour aller seulement dans des raids, donc tuer les villageois, tuer pour essayer de faire en sorte que le pays bug en fait. Et aussi, il faut savoir redonner la force à ces hommes en leur promettant beaucoup de choses, comme de l'or, les terrains, les femmes, ou tout ce que vous voulez, pour qu'ils aient envie de se battre, parce que sinon, ils n'ont pas envie de se battre. Et la stratégie, comme je disais déjà, c'est au niveau de l'infiltration. Tout ne se résout pas par la force, il faut savoir infiltrer pour avoir un objectif bien précis. Donc, pour savoir infiltrer, il faut passer inaperçu. Ça difficile le mot infiltrer, on ne se fait pas remarquer. Il faut aussi savoir se déguiser. S'il faut vous travestir, travestez-vous. Mais le but, ce n'est pas se faire avoir. Donc, après ça, reparlons de Khan. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Khan est le chef de l'armée. Et là, il se passe qu'il a une certaine stratégie pour envers la Chine. Et sa stratégie, c'est de tout simplement désorganiser le pays, comme je disais, de tuer les villageois, brûler les casernes. Et aussi de mettre la peur. Ça veut dire qu'il veut que les Chinois sachent qu'ils sont là, que ça va faire mal. Ça, c'est une stratégie, c'est envahir, gagner par la peur. Et après, son but, c'est soit de tuer l'empereur, en faire un otage. Pourquoi est-ce qu'il vient en Chine? Selon lui, c'est parce que l'empereur a construit le mur des Chines, ça n'a pas une provocation. Mais j'imagine que la Chine doit avoir beaucoup de ressources, donc beaucoup de terres, beaucoup d'or et tout ça, dont ils sont voulus pour voler, piller et tout ça, donc prendre les hommes comme esclaves, les femmes comme esclaves. Et Khan aussi est un gars talentueux, donc c'est un chef militaire talentueux, il a beaucoup d'expérience, il sait reconnaître une bonne situation et une mauvaise, en fait il a le sens par exemple de savoir, on est sur un terrain, sur ce terrain-là il y a sûrement des gens qui nous regardent, il va checker ça, et c'est clair. Donc aussi, ça c'est un autre exemple, c'est que son sens de combat est tellement grand qu'il peut comprendre, il peut donner un sens à ce qui se passe. C'est quand il voit rien qu'une poupée qui tombe par terre, il peut déjà donner ça à ses hommes, et lui déjà, je pense qu'il a déjà l'idée, ses hommes lui disent les détails, voilà, ça sent la brûlure, ou il y a un poil de cheval, du coup, il peut donner, rien qu'avec des détails, il peut donner un sens contextuel, il peut donner le contexte en disant que voilà, l'armée est passée par là, c'est l'armée des empereurs, ils sont combien, ils sont partis par où, et quelle est leur intention. Et grâce à cette information, il pourra rediriger son groupe, rediriger son armée pour faire en sorte d'avoir les affronter là où ils s'attendent pas, de jouer sur les avantages. Donc je parle beaucoup de Khan parce que il y a beaucoup de choses à dire à ce mec. C'est très intéressant en fait. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la Chine? Quand on se fait attaquer, on passe en mode défense. Passer en mode défense, ce qui veut dire que le leader de la Chine, dont l'empereur lui-même, il doit par exemple rester très fort, garder la tête sur les épaules parce que son pays est en proie de destruction. Son pays risque d'être détruit. Donc pour ça, on va voir ce que c'est qu'être un leader d'un empire. Un leader d'un empire, il doit avant tout savoir que garder la tête froide. C'est très important de bien analyser la situation
parce que c'est pas la première fois qu'ils ont subi une invasion. C'est pas le premier empereur, et l'histoire se répète. Il comprend la situation, il sait à peu près ce qui se passe, il doit prendre les bonnes décisions. Une des choses, c'est de penser à la sécurité de son peuple, parce que c'est assez obvious, hein, c'est assez évident, mais parfois on oublie, c'est que le peuple, c'est en quelque sorte tes sujets, quoi. Donc, tu dois penser à les sauver, parce que c'est eux en quelque sorte qui travaillent pour tout le monde. Et aussi, il doit apprendre au peuple de savoir se défendre. Il ne faut pas les laisser attendre la mort qui arrive, il faut qu'ils soient prêts. Mais si on peut les armer, on les arme. Et aussi, il doit s'entourer, l'empereur lui-même doit s'entourer des gens compétents, des gens qui pensent comme lui. Parce que s'il pense différemment, il y a trop de conflits, et on va être bloqué, ce sera contre-productif. En gros, ils vont se faire bouffer, quoi, par les uns. Et aussi, il doit prendre un minimum de risques possible. Ne pas laisser les détails lui échapper, parce qu'à ce stade-ci, chaque détail, ça équivaut à des millions de morts. Alors, après, il a décrété une loi, ou bien c'est une loi qui existait depuis longtemps, et c'est là que le film, il est en fait basé. Il est très important de comprendre que le film n'est pas un film de féminisme. Moi, je pense pas que le film pousse les jeunes filles à se battre, parce que c'est pas ça, ils veulent pas, ça fait très mal la guerre, du coup, il y a des blessures partout. C'est l'idée du film, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a une loi qui oblige un mâle de chaque famille d'aller au combat. Et ça, c'est ça le problème, parce que chaque famille n'est pas la même chose. Ça se trouve, il n'y a pas de mâle, ça se trouve, le mâle, il est invalide, comme le cas du père de Moulin, qui est devenu invalide. Il est devenu vieux, il est blessé, il ne pourra pas se battre, il est un handicap plutôt qu'un atout pour l'armée. Et la loi n'est pas bonne. La loi devrait plutôt de prendre pour chaque famille combien de garçons ils ont. Combien de garçons prêts à se battre ils ont. Et s'ils sont prêts à se battre, qu'ils aillent se battre. On garde quand même 2-3 pour que la génération puisse perdurer. Mais on ne fait pas se battre des enfants, des bébés, des invalides, des vierges. Ça n'a pas de sens. Et cette loi-ci devait changer. Mais j'imagine qu'à l'époque, les juristes et ceux qui font une loi, ils sont en vacances, hein, ils n'ont pas envie de travailler. Hein. C'est la fin des guerres, donc autant rentrer chez nous et faire autre chose. Tu vois, ils sont en vacances à la plage, du coup ils n'ont pas mis à jour cette loi-là. Et c'est ce film-là. Ce film se base sur ça. Ça se base sur une loi injuste qui doit changer. Et après, quand il y a une guerre, bah, c'est les femmes qui restent à la maison. Hein. Bah oui. Et du coup, ils doivent faire tourner l'économie, travailler, faire rouler le business, aller dans les champs et tout ça. Et l'empereur, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il se base sur des faits, pas d'émotions. Les faits sont là. Les faits, c'est ce qui nous permet d'avancer. S'il commence à avoir peur et tout ça, il prendra des mauvaises décisions qui vont coûter des millions de morts. Un fait, par exemple, c'est que Moulin a sauvé le monde. Même si c'est une femme. On sait que c'est une femme, mais elle a sauvé le monde. Il ne faut pas oublier ça. Grâce aux faits, on crée des lois. Les lois basées sur des faits qui sont beaucoup plus... qui perdurent beaucoup plus que ça. Donc ça, c'est l'archétype de notre cher empereur qui va dire à son pays on est en mode défense. Et on va créer une armée. Maintenant, on va parler de l'héroïne, Mulan. Donc, Mulan est un personnage assez spécial. Elle n'est pas comme les autres filles, elle n'est pas très féminine, dans le sens qu'elle aime bien se battre. En fait, c'est une bagarreuse, quoi. Elle aime bien se battre, elle est talentueuse, elle est créative. Donc, un petit exemple, rien que pour donner à manger au poulet, au lieu de faire comme tout le monde, tu prends les grains et tu balances au poulet, elle utilise son chien et il met le sac derrière son chien. Son chien traîne le sac des grains tout en suivant l'os qui a été mis devant elle et devant lui, et ça fait un système automatisé en fait. Donc elle est géniale cette fille. Et aussi à l'époque, c'est que il arrive souvent que les femmes n'en trouvent pas leur place en fait dans le pays. C'est qu'on met trop de pression en elles. Ça, je comprends tout à fait. On dit trop ce qu'elle doit faire, on dit trop comment elle doit s'habiller, des choses qu'elle ne peut pas faire. Du coup, les choses qu'il peut faire, c'est quasiment rien en fait. Encore, c'est une plante, c'est devenu une légume en fait. Et trop d'interdictions, trop de tâches à faire, ça pollue l'esprit, ça crée un énorme fardeau sur le dos des femmes, et ça, c'est pas bien. Les femmes doivent être libres, comme ça, elles doivent développer son potentiel de femme. Et aussi,
faut aussi comprendre qu'il y a des tâches qui sont ennuyantes pour tout le monde. Faire la vaisselle, faire le ménage, tout ça, c'est ennuyant. C'est obligatoire, certes, mais c'est ennuyant. Donc, si on peut automatiser, rendre les choses un peu moins ennuyantes, ce serait bien aussi. Et on met toujours dans l'idée des femmes qu'il faut se marier, avoir des enfants. Ça, c'est une certaine d'enchaîner. Quand elle aura des enfants, elle ne pourra plus bouger comme avant, elle doit s'occuper d'eux. Certes, les enfants, c'est bien, mais c'est peut-être elle n'a pas encore fait autre chose, elle voudrait vivre un peu. On peut les comprendre, ce sont des chaînes qu'on peut mettre autour les coups d'une femme. Et alors, donc après ça, donc Moulin est dans ce genre de période assez pas très joyeuse pour les femmes, entre guillemets, même s'ils ont tout ce qu'ils ont, hein, donc il faut parler des choses qu'ils ont, mais là on parle des choses de ce qu'ils ont montré dans le film. C'était aussi une femme très forte, comme je disais, elle sait se battre, et c'est, comment on appelle ça? Rouler, ride a horse, donc comment on appelle ça déjà? Conduire un cheval? Monter un cheval plutôt. Et à cause des lois stupides que l'empereur a décrété, ou bien une loi stupide qui a existé depuis longtemps, c'est qu'il doit enlever chaque mâle de chaque famille, même s'il a une seule jambe, un œil, un bras, même s'il a juste un pied qui marche, même c'est juste stupide. Et voilà, donc elle a dit c'est pas possible, j'ai pas envie que mon père aille mourir, donc comme j'ai mon père, elle dit non, j'ai pas envie que mon père meure pour une loi aussi injuste. Alors je vais essayer de changer les choses. Et là, je suis tout à fait d'accord avec elle, 100% d'accord avec elle. Quand on voit quelque chose qui est injuste, même si on est une femme, un enfant, un vieillard, n'importe qui dans ce monde, on doit se battre pour essayer toujours de faire gagner la justice. C'est ça qui rend ce film intéressant. C'est même si c'est une femme, elle doit le faire. Et après, mais il y a une idée derrière. Pourquoi elle s'est travestie en homme? Normalement, alors je vous demande un peu de vous calmer, normalement c'est le devoir d'un homme de faire ça. Si elle travestit un homme, il y a aussi l'idée qu'elle doit faire ce qu'un homme est censé faire. Se battre, faire changer les choses, sauver le pays, sauver son père, et tout ça. Donc elle est obligée de couper ses cheveux, par exemple, ce qui est un symbole de féminité. Les filles aiment les cheveux. Nous les mecs, on est chauves, on a un peu de cheveux bientôt. Mais les filles, avoir de longs cheveux très beaux, c'est un signe de beauté et un signe de féminité. Un signe de beauté, un signe de féminité. Donc, c'est ça le problème, c'est que les hommes, normalement, c'est aux hommes de faire ça. On peut voir que dans le film, il n'y a pas un mec qui osait se dire que cette loi est injuste, parce que normal, on risque de se faire couper la tête. Je ne dis pas que c'est la faute des hommes. Enfin, si, c'est la faute des hommes. Il faut que les hommes puissent mourir pour ça, pour se battre pour une justice. C'est pas juste d'envoyer des vieux malades à la guerre. Cette loi doit être changée. C'est aux hommes. Et c'est ça le message du film. C'est quand il y a une injustice, même si c'est une fille, battez-vous pour ça. Et alors, donc, comme je disais, il doit faire le travail des hommes, tout simplement. Donc, il doit apprendre ce qui c'est un homme. Donc, l'archétype d'un homme doit être fort et puissant. Ça va faire des blagues, même si les pourris, ça fait rire tout le monde. C'est toujours marrant. Et voilà, donc, essayer de vivre comme un homme et vit. Et quand on est une fille, on doit cacher ce qui fait d'une femme. Ça veut dire, voilà, qu'elle a une poitrine, des fesses plus développées, tout ça. Des bras plus courts, des jambes plus courtes, etc. Elle doit apprendre à les cacher un peu. Et ainsi, il y a des tacts, il y a des trucs, des réflexes des femmes qui sortent. Donc, elle doit apprendre un peu à les cacher. C'est naturel. Alors... Et aussi, Moulin, en fait, elle a un esprit agile. Elle est très intelligente, elle comprend une situation, elle comprend un problème. C'est un problem solving, comme dirait le vocabulaire aujourd'hui. Donc, ce qui fait sa force, en fait, dans le film, c'est qu'il est intelligent. C'est qu'on voit qu'il faut faire ça pour que ça marche. Parce que ça marche. Il n'y a pas de savoir pourquoi je le fais pas. C'est une solution. Il marche, il résout les problèmes et on avance. Les gens avancent. Il faut être comme ça dans la vie. Apprendre à résoudre les problèmes parce qu'on va en avoir à tous les coins de rue. Donc voilà, donc ça c'est l'histoire de Moulin. Donc après, je disais, voilà, il doit apprendre à se battre. Donc on pourrait parler du capitaine, le capitaine qui sera le futur mari de Moulin. Donc comme je disais, Moulin n'est pas une
une féministe qui pense que je ne veux pas des enfants. Non, c'est une femme, une belle femme, une femme forte, une femme intelligente, une femme aussi féminine. Mais elle est une femme intelligente, c'est juste le système qui n'est pas prêt à l'accepter. Maintenant, il va se mettre avec le chef de l'armée, le capitaine là. Et ils vont avoir beaucoup d'enfants. Alors, on va un peu parler de la culture chinoise de l'époque. La culture chinoise, c'est que les gens emportent des c'est l'époque, c'est pour ça qu'ils ont construit un mur, et à force de se faire piller, massacrer, il faudrait peut-être qu'on fasse un mur qui nous sépare de ces gens-là. Donc, il y a aussi un truc que je trouvais intéressant, c'est que par exemple, ils prient, ces gens-là prient, c'est important de prier, hein. Vous devez aussi prier, vous devez prier Dieu unique, vous devez prier Allah. Hein. Eux, ils prient leurs ancêtres, en fait, ils prient les ancêtres parce que c'est ce qu'ils voient. Mais il y a comme il y a beaucoup d'ancêtres, à un moment donné, si moi je dois compter tous mes ancêtres, je pense que je dois 3 cimetières, tu vois, pour que ce soit assez 3 grands, une ville en fait, c'est pour ça. Donc ça n'a pas de sens de prier les ancêtres, il faut prier Dieu. Donc, mais j'avoue que la façon de prière qu'ils font, c'est dans le sens qu'ils ont une foi assez ferme, ils croient, mais ils croient en mauvaises choses, mais ils croient. Donc, bon, ils vont aller en enfer, mais ça veut dire qu'ils peuvent rester très concentrés. Ils auraient dû faire ça avec Allah, vers Dieu au lieu de ça. Donc, et aussi, un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que quand les femmes se marient, c'est toujours un moment de bonheur. Donc, un moment de bonheur pour la famille, parce que le mariage a beaucoup de sens. Le mariage, en fait, je vais parler un jour du mariage plus en détail, mais ça, le mariage est quelque chose de sacré, donc c'est quelque chose de bien. Il est souvent mal compris. Les gens croient que c'est quelque chose qu'on doit expliquer. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose de bien? Je ne vais pas trop entrer dans les détails parce que ce sera une autre vidéo. Mais sachez une chose, je ne vais pas vous faire un peu mal, mais sachez une chose, le mariage c'est quelque chose de bien. Si vous n'aimez pas le mariage, c'est parce que vous n'êtes pas bien. C'est aussi simple que ça. Mais je vais détailler après pourquoi je dis ça. Donc, quand je dis vous n'êtes pas bien, c'est pas forcément vous, c'est peut-être les gens, le système, tout ce que vous voulez. Mais le mariage à la base c'est quelque chose de bien. Et alors, ouais, donc je disais voilà, il y a des femmes marieuses qui inspectent un peu la demoiselle là pour savoir si c'est pour apporter des gosses et tout ça. Banal, je dirais. Et après, ils croient en la chance, dans des objets de chanceux comme les totems, les animaux chanceux, les espèces de colliers qu'on porte pour la chance, tout ça, c'est le shirk. Le shirk, c'est tout simplement une activité, enfin une action qui est contraire à Dieu. Ça va vous amener en enfer, donc sachez-le. On doit prier Dieu, parce que Dieu n'a pas besoin d'être mis dans un objet pour qu'il soit là. C'est quelque chose qui est de l'association que vous faites. Et oui, donc je disais, la prière est très importante. Et aussi, pourquoi la prière est importante? Pour faire un simple résumé, la prière, c'est quand vous parlez avec Dieu. Vous faites directement contact avec lui. Vous pouvez lui parler de tous vos problèmes personnels, les problèmes financiers, tout ça. Et c'est le moment le plus important parce que s'il n'y a pas d'intermédiaire. Directement, petite conversation, parlez vos sujets émotionnels, sujet de l'amour, sujet des études, tout ce que vous voulez, il est là, il vous écoute. Bon, il vous répond pas toujours parce qu'il y a beaucoup de choses que vous devez d'abord comprendre, mais il vous écoute. Il écoute tout le temps en fait. Et alors, donc après on pourra un peu parler du dragon. Le dragon dans le film est purement fictif pour ceux qui ne savent pas. Le dragon est un symbole. Le symbole du dragon, en fait, je vais aussi créer une autre vidéo pour ça. Qu'est-ce que c'est que le dragon? Pourquoi est-ce que dans le signe de l'hôpital, on a le serpent, qui est aussi une espèce de dragon? Pourquoi c'est devenu une légende? Pourquoi est-ce que dans Adam et Ève, c'est le serpent qui lui a donné à manger, donc à la pomme? Et qu'est-ce que le dragon? Qu'est-ce que le serpent, qui représente en quelque sorte le savoir de la terre, en fait, parce qu'il n'a pas de pattes, du coup il est tout sur la terre. Mais ce sera une autre vidéo beaucoup plus détaillée. J'espère en tout cas, j'avais trouvé les informations pour que ça fasse sens. Ici, il faut que les choses fassent sens. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. Normalement, les choses ont un sens. On est là pour apprendre. Et pour s'amuser aussi. Et comme je disais,
Voilà, donc le but du dragon, il a un esprit problem solving, encore une fois. Le problème, c'est que Mulan est parti de la maison et son père va avoir des problèmes s'il se fait choper. Il doit mourir, son père meurt, peut-être toute sa famille doit mourir. Donc la solution, c'est de ramener Mulan à la maison. Donc c'est aussi simple que ça, et faire oublier. Et pour ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est de faire que Mulan soit un héros de guerre. Lui, il est intelligent, le dragon. Un héros de guerre, c'est que si Moulin commet un crime grave en se travestissant, en disant qu'il est un homme alors qu'il était une femme, c'est quelque chose qui est grave. Mais s'il a sauvé le monde de toute la Chine, les gens vont dire peut-être que c'est problème par rapport à notre vie et il faut choisir, tu vois. Est-ce que c'est nos vies qu'on devrait choisir contre ça? Il y a des gens qui douteraient. Moi, je doute pas. Bien joué, Moulin. Non, moi, double pouce. Hein. Peut-être pas pour un système qui n'est pas bien. Une loi qui est mal faite. So, donc, je parle un peu anglais, désolé. Donc, voilà, tout le monde est content, surtout l'empereur est content qu'il a sauvé l'empereur. C'est ça, pour quand tu es chef de l'armée, il faut que tu aies l'esprit clair. Sinon ton pays est détruit, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin d'expliquer, passer par mille chemins pour expliquer ça. Et voilà, donc, comme je dis, c'est tout pour cette un peu longue vidéo, mais j'espère que tout ça a un sens. En tout cas, moi, ça fait sens et je suis content de faire quelque chose qui fait sens parce qu'on comprend les choses. Donc, je vous souhaite bon après-midi, bonne nuit, bon ce que vous voulez. Vivez bien. Allez, salut.